Chers téléspectateurs, bienvenue à cette deuxième partie de notre émission, la rétro-info de la semaine. Dans cette deuxième partie, on va revenir d'abord à la commémoration du 1er novembre 1954. L'Algérien demande toujours la libération, l'indépendance. On les a entendus pendant le Hirak, on les a entendus avant le Hirak. Après le Hirak, il y a beaucoup de militants qui croient comme quoi l'Algérie, ou plutôt beaucoup d'Algériens, croient comme quoi notre indépendance n'est pas encore complète. En référant bien sûr à ce que Aït Ahmed il avait dit, comme quoi l'Algérie elle a eu son indépendance, la terre elle a été libérée, mais l'humain n'a pas encore été libéré, on n'a pas eu encore l'indépendance. Ce côté, l'humain, l'Algérien ne sont pas libérés dans ce sens. Donc on va revenir à cette commémoration, bien sûr rattachée, puisqu'on va parler de la Renaissance française. Ces accords de 58 mis en cause par le Parlement français, il a condamné ces accords. On va revenir avec tout ça, avec tous ces sujets, bien sûr, comme on va vivre la première partie de cette émission-là, ça joue avec nous et Mohamed Zahramoun, et on est rejoint avec grand plaisir avec Azdine Toumi, militant politique à partir d'Alger. C'est Toumi Zouflakagma, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher ami Saleh, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va commencer d'abord avec Mohamed Zahramoun. Peut-être avant de parler de ce sujet, tu voudrais ajouter un petit peu sur le sujet d'avant, les relations franco-algériennes, plutôt Sahara occidental. Je salue Azdine qui est avec nous. Je resalue encore Nassar pour la deuxième émission. Oui, je voulais juste rajouter, puisque ta question a été précise, donc j'ai répondu d'une manière aussi précise que je peux, puisqu'on va parler d'une thématique qui est très chère à tous les Algériens, c'est celle du déclenchement de la guerre de libération nationale. Il faut savoir que tout ce qu'on est en train de vivre aussi, on peut dire que c'est la perte d'influence de l'Algérie, de l'aura qu'elle avait à cette situation où elle a perdu de l'influence pour arriver à ce que, disons que, je ne dirais pas que les causes qu'elle défend n'ont pas le même impact. Ça veut dire que quelque part, le régime algérien n'a pas su être non seulement au diapason des changements mondiaux, mais aussi au diapason de sa propre population. En d'autres termes, cette histoire du Sahara occidental aurait pu être autrement si, par exemple, en 2019, l'Algérie avait suivi l'élan de son peuple pour une transition. Elle aurait peut-être, l'équipe qui aurait pris le pouvoir aurait plus d'impact dans les esprits et en Afrique et un peu ailleurs, parce que l'aura est très important. Et le fait que nous avons un régime qui ne tient pas compte des aspirations de son peuple et le droit international qu'il évoque, dont nous tenons, effectivement, je suis de ceux qui tiennent au droit international. Ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas me plaire. L'évolution, on est en train de revivre l'histoire. L'histoire est en train de se répéter. Et je pense que tant que militants des droits de l'homme, et je pense que beaucoup ne doivent pas accepter de retomber dans le piège des extrêmes droites, au pire, nous allons encore connaître une nouvelle forme de colonialisme qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, le fait de courir derrière les richesses naturelles est une autre forme de domination qui assujettit les peuples et les pays. Et parce que notre régime est faible, est faible et il est en train d'user de tous les moyens de fermer la situation. Je pense que ce qu'on est en train de vivre sur le plan diplomatique, y compris l'isolement de l'Algérie, est une conséquence aussi des mauvais choix, des mauvais calculs du régime algérien. Très bien. On va passer, puisque vous avez parlé de l'aura que l'Algérie avait, si je peux dire. C'est Azdine Toumi, d'abord on va écouter Tebboune à l'occasion de la 71e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. On va écouter Tebboune, ce qu'il avait dit à cette occasion. بعث اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة للأمة بمناسبة ذكرى 71 لثورة نوفمبر. هذا نصها: أيتها المواطنات أيها المواطنون، نخلد معا في الفاتح من نوفمبر ذكرى اليوم الذي فجر فيه الشعب الجزائري ثورة التحرير الخالدة والمباركة، وهو يوم تاريخي وفاصل بعد
مقاومات شعبية ونضالات وطنية على مدار عقود طويلة قاسية ودموية عانى فيها الشعب الويلات وهو يواجه استعمارا استيطانيا ويتصدى لأطماعه وعدوانه الآثم رافضا بما أتيح له من أشكال المقاومة اغتصاب أرضه وتدنيس تاريخه وتشويه هويته. لقد عبرت المقاومة في مراحلها المتعاقبة عن تمسك الشعب الجزائري بالأرض والتاريخ والهوية الجزائرية المتجذرة طيلة الحقبة الاستعمارية المشؤومة، وكانت تراكما بطوليا أفضى إلى الكفاح المسلح وحرب تحريرية شاملة بملايين الشهداء والأرامل والأيتام والمعطوبين. D'abord, il faut insister sur la grandeur de notre révolution. En regardant ce qui se passe dans le monde avec ces puissances qui imposent leur avis, qui imposent leurs décisions, la puissance de l'OTAN, la France, pendant la guerre de révolution, malgré tout ça, les Algériens ont réussi à chasser ce monstre. Hein. C'était un monstre, c'était une puissance nucléaire mondiale. Malgré ça, on a réussi à les chasser après 130 ans. C'est ça qui fait que notre révolution, malgré tout, elle a vraiment marqué l'histoire de l'humanité. Oui, effectivement, c'est une révolution unique sous plusieurs angles. Après, les sacrifices étaient colossaux. C'est pour ça que des occasions pareilles, notamment le 1er novembre ou le 5 juillet, sont des occasions qui nous font rappeler à chaque fois les sacrifices de nos ancêtres, les combats qui ont été menés sur le plan militaire et sur le plan politique pour aboutir à cette indépendance. Et plus que jamais, la symbolique de ces dates est à la hauteur des aspirations du peuple. Je dirais presque aujourd'hui, le peuple algérien est appelé à porter les valeurs qui sont portées par le 1er novembre plus que jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une étape importante dans l'histoire de notre pays. Donc après la confiscation de l'indépendance par un régime qui a fait de la répression son mode de gouvernance depuis 62. Aujourd'hui, on est en train d'être rattrapé par l'échec total des politiques menées par ce régime. Donc aujourd'hui, le 1er novembre porte la symbolique du sacrifice, du combat qu'il faut continuer à mener, non contre le colonialisme, parce que ne serait-ce que le colonialisme classique, comme l'a dit Mohamed Abzian d'ailleurs, que je salue, mais contre le colonialisme, le néocolonialisme qui est en train de revenir d'une manière flagrante dans le monde d'aujourd'hui. Mais à travers le combat, il doit être mené aussi à travers un combat contre un régime qui est en train d'imposer une feuille de route en ignorant, en tournant le dos à la volonté des populations. Justement, M. Toumi, vous venez de parler de cette grandeur, la grandeur de cette révolution, avec les sacrifices colossaux comme vous venez de le dire. Mais comment expliquer avec un grand peuple comme celui-ci? On a chassé, si je peux dire, une puissance comme la France, les sacrifices d'un peuple comme l'Algérien, et à la fin, on finit avec un régime pareil qui honore pas, il faut le dire, il n'honore pas notre révolution, il n'honore pas nos sacrifices, il n'honore pas nos parents, nos grands-parents qui sont sacrifiés pour que cette Algérie soit indépendante. Comment expliquer qu'on a hérité de ce régime? Est-ce qu'on le mérite parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut? Ils nous ont imposé un régime pareil parce qu'on n'avait pas eu l'élite qu'il faut. Comment expliquer ce recul par rapport au sacrifice de nos ancêtres? Des fois, c'est la nature qui fait les choses. C'est connu que généralement les révolutions
c'est pas ceux qui ont fait la révolution qui ont le pouvoir à la fin, qui gouvernent à la fin des révolutions. Généralement, c'est ceux qui prennent le pouvoir, c'est ceux qui ont la force, qui ont les armes, qui ont le sens du complot et de la ruse. Donc voilà, on s'est retrouvé avec un régime en 62, malgré que la révolution avait débouché sur une indépendance et sur l'émergence d'une élite exceptionnelle. Si on revient donc aux déclarations, à la posture, au comportement et puis la stature des Zouama de la révolution à la fin de la guerre, c'était à un autre niveau. Hein. C'est pas, si on compare au niveau des responsables politiques aujourd'hui, c'est la terre et le ciel. Et malgré ça, donc il y a eu la confiscation de cette indépendance et ça a débouché sur un régime unique, une pensée unique, un régime basé sur la corruption, sur la violence, sur le régionalisme et sur la répression. Donc ça n'empêche que des générations, chacune à sa manière, ont mené le combat à titre des individus ou de collectifs. La dernière rébellion, si c'était la dernière révolution, en quelque sorte, c'est le Hirak qui date de 2019, mais avant 88, et à chaque fois que le peuple a essayé de demander le changement, d'imposer le changement, le régime ne change jamais n'a pas changé de sa nature ni de son comportement. Il est toujours dans la répression, dans la ruse, dans le mensonge, la manipulation. Donc c'est pour ça qu'il arrive à se maintenir jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus qu'il utilise tous les moyens de l'État, il instrumentalise la justice et les services de sécurité, les institutions sécuritaires, et il utilise l'argent du pétrole pour se maintenir au pouvoir. Et le peuple, après avoir pris de la maturité, après des expériences amères, notamment des années 90, etc., le peuple a su comment garder le caractère pacifique du combat, et il est en train de subir, peut-être on va revenir, il est en train de subir la répression à tous les niveaux et tout type de violence. Hein. Ça peut aller de l'emprisonnement jusqu'au chantage social, jusqu'à l'humiliation avec comment ça s'appelle, les 15 000 dinars de pension pour les chômeurs, etc. Et les 22 000 dinars ou 23 000 dinars de pension pour les retraités et tout. Donc, parce que la violence, elle peut se manifester sous plusieurs formes. Très bien. Nasser Djoudi, si on vient toujours à cette grande révolution, le paradoxe, c'est que les Algériens, nos ancêtres, nos parents, nos frères sont battus, sont sacrifiés pour que l'Algérien soit libre. On est arrivé après 71 ans, c'est Nasser, à entendre des Algériens que beaucoup accusent comme quoi ils utilisent la légitimité révolutionnaire pour imposer leur vision, pour imposer leur dictat sur l'Algérien. Et bien ces gens-là, ils ont l'intention, c'est une loi, ils ont l'intention d'enlever la nationalité des Algériens, que peut-être beaucoup d'entre eux, ils ont eu leurs parents, ils ont eu leurs grands-parents morts pour cette Algérie. Ils osent avertir ou peut condamner les Algériens à être sans nation, sans nationalité. C'est quoi cette logique, Nasser? Sahit Salim, d'abord un grand bonjour à notre ami Azedine Toumi. Il faut rappeler, avant de commencer donc, à répondre à cette question à Salim, donc, on doit s'incliner avec respect devant nos valeureux Shuhada. Rabbi yarhamhum wa wassa' alayhum. C'est un hommage à leur courage, mais aussi à leur sacrifice qui demeure le socle donc, de cette Algérie. Mais malheureusement, on vit dans une situation, tu l'as dit Salim, 71 ans après donc, le 1er novembre 1954, la situation n'est pas extraordinaire. C'est pas
l'Algérie dont rêvaient ces chouhada, Rabbi yarhamhum, qu'on a bâti malheureusement. Et cette loi qui a été déposée, dont tu as mentionné donc cette loi qui concerne donc la déchéance de la nationalité algérienne, nous renseigne de la situation de notre pays sur le plan démocratique, sur le plan de la construction d'un État de droit, sur le plan de la justice, l'indépendance de la justice. Et on est très malheureux de ce constat, autant qu'Algérien, Salim. C'est pas facile. 71 ans après, on arrive, il y a encore des Algériens qui prennent le risque donc de prendre des embarcations de fortune pour essayer d'aller vers l'autre rive de la Méditerranée. Ils risquent leur vie. On a vu dernièrement même des enfants qui avaient à peine 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans. Et c'est malheureux. Malheureusement, c'est un échec total à tous les niveaux, un échec qui traduit beaucoup de choses, cette situation que nous vivons, non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure. C'est vrai qu'il y a un échec, c'est un constat d'échec, hein. Personne ne peut dire le contraire, mais encore une fois, en parlant de cette révolution, tout le monde parle d'un grand peuple. Le peuple algérien, il est grand. Et là, il s'est sacrifié, comme l'avait bien dit Azzedine Toumi, des millions d'Algériens qui sont sacrifiés pour ce pays. Comment expliquer qu'après 71 ans, on est arrivé à ce constat d'échec? On ne parle pas de notre envahisseur ou d'un autre pays étranger, c'est entre nous, hein, c'est des Algériens qui ont mis l'Algérie à ce point, à genoux, si je peux dire. Comment expliquer cet échec à Sinassa? C'est à qui la faute à qui exactement? La faute, Salim, c'est à ceux qui ont pris le pouvoir, qui ont fait dévier donc l'Algérie de son chemin, un chemin de la construction d'un État de droit, d'un État social, les principes de l'appel du 1er novembre et du 20 août. Donc, de la Soumam. Et là, bien sûr, les pouvoirs qui se sont succédés après 62 nous ont amenés à cette situation. Et, je pense que notre ami Azzedine a soulevé la question du Hirak en 2019, quand le peuple algérien avait tendu la main après des échecs et des échecs. On peut parler du coup d'État successifs de Boumedienne sur Ben Bella, de Ben Bella et Boumedienne sur le GPRA, ce qui s'est passé avec les assassinats politiques à Salim, le règne de Boumedienne, on a connu une décennie noire, une décennie rouge qui était vraiment difficile pour notre pays. Donc on a vu après les 20 années de Bouteflika, Rabbi yarhamhum. Donc le peuple algérien avait soif de construire son pays, d'essayer donc de bâtir un pays sur les valeurs nobles qui sont donc la démocratie, l'ouverture politique, l'ouverture médiatique, l'état de droit, l'indépendance de la justice. Et malheureusement, on a été à côté de la plaque. Les pouvoirs successifs, malheureusement. C'est eux qu'il faut blâmer. Le peuple était là, il a tendu la main en 2019. La preuve dans ses slogans, par exemple, pendant des semaines et des semaines, il parlait de l'istiqlal. L'istiqlal pour le peuple algérien, c'était quand même un signe très très fort de dire l'istiqlal. Presque depuis 62, même Mazel Shah pour le peuple, il est toujours donc sous domination. Et ça relève vraiment à poser beaucoup de questions sur la situation que nous vivons. Ça veut dire le peuple algérien pense qu'on n'a pas qu'on n'est pas un État indépendant, malheureusement. Et ça, normalement, il fallait écouter le peuple, il fallait essayer
de changer la direction de la gestion de notre pays, de la gestion de nos affaires. On ne peut pas construire un pays fort comme on le prétend, Kouadariba et tout ça, si à l'intérieur on est faible, si à l'intérieur on essaye d'étouffer donc les voix discordantes, on essaye d'éliminer les opposants politiques, on a éliminé même tout ce qui concerne le mot politique. Ça n'existe plus de politique en Algérie maintenant, à Salim. On peut parler d'autres secteurs aussi, par exemple le syndicalisme, les médias libres. Donc, comment on peut construire un pays si on s'attaque donc à tous ces principes qui sont, on peut dire, les fondements d'un État fort à Salim? Très bien, très bien. D'abord, comme vous l'avez dit, le Hirak, c'était le repère. Hein, et on sent comme quoi l'Algérien, il avait soif d'une vraie indépendance. Quand on écoute ces slogans, il faut d'un autre côté, le pouvoir a toujours insisté comme quoi à chaque occasion il fait référence à notre grande révolution et il insiste sur cette légitimité parce que la majorité peut-être de ceux qui sont en pouvoir depuis 1962 ils sont toujours fait référence à cette légitimité comme quoi ils étaient pendant la révolution. Donc peut-être ils ont ce droit divin comme quoi pour gouverner l'Algérie. Est-ce que c'est ça qui a peut-être empêché l'Algérien d'imposer un changement parce que voilà, ces gars-là étaient pendant la révolution. Donc c'était un blocage psychologique, si je peux dire, pour l'Algérien parce que 71 ans, on est toujours avec le même régime qui a mis à l'Algérie à genoux. Comme disait Tmaglat, Midnouki, Kouchat Netsu, Bakhlafa Gadi Mouthen. Donc je vais essayer de traduire, n'est-ce pas? C'est-à-dire en fait, à chaque fois que les années passent, on se remémore des morts et on porte un bouquet de fleurs pour un tout petit peu les célébrer. Mais c'est juste un bouquet de fleurs parce que ce qu'ils ont laissé, d'ailleurs c'est avec émotion quand on parle du premier vent, pas dire Rahma Rabbi comme Jouhad, Chouhada, on est en train de parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un grand sacrifice, il ne faut jamais l'oublier. Et malheureusement, nous sommes en train de vivre des temps terribles. Et quand on prend tous les classements, surtout faits par RSF, Rapporteurs sans frontières, on s'aperçoit que les autocraties, les dictatures et les autocraties sont les pires concernant la liberté d'expression, concernant, je dirais, la liberté d'association, de manifestation, etc. Et l'Algérie a suivi ce chemin de la fermeture. Et plusieurs fois, je l'ai qualifié même de régime d'extrême droite, vu justement qu'il parle toujours d'un passé glorieux, une forme de légitimation, vu aussi qu'il choisit toujours un ennemi extérieur et intérieur, vu aussi qu'il a ouvert par la loi des mines aux multinationales, et vous connaissez bien l'extrême droite, aime enrichir les riches, et c'est une société qui est en train d'aller vers une société de classe. Il y a toujours des super riches en Algérie et de très pauvres. C'est le propre de sociétés où l'extrême droite, disons, domine. Et aussi l'utilisation de la religion. Pour comparaison, vous pouvez prendre l'extrême droite en France, qui parle d'identité chrétienne, vous pouvez la prendre en Russie, vous pouvez la prendre aux États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup de similitudes. Mais le rêve, je dirais que s'il y a un remède à notre mot, c'est bien la démocratie. Malgré qu'elle est pervertie, la démocratie telle qu'elle est maintenant, si vous prenez ceux qui l'ont fondée, comment qu'ils l'ont voulu, n'est pas en fait le résultat escompté. Mais la démocratie en elle-même recèle, elle a en elle-même tout ce qui peut libérer le peuple algérien. Donc si les jeunes, pendant le Hirak, parlaient d'Istiqlal, moi je vais le traduire tout simplement par aussi la démocratie réelle et effective. C'est cette démocratie qui pourrait amener l'Istiqlal dont on parle et libérer les hommes, libérer les initiatives, libérer le champ de l'expression, libérer le champ de l'association, de l'association et aussi de la créativité et permettre à tout un chacun d'exercer, je dirais, un droit de regard sur la vie politique, sur la vie publique.
Justement, puisqu'on est en train de parler de cette légitimité, on est en train de parler de la relation, parce que c'est l'ancien colonisateur, c'est la France. Hein. Donc, il y a beaucoup qui disent comme quoi la France, même après l'indépendance, peut-être parmi les raisons pourquoi ces groupuscules, ils ont réussi à se maintenir au pouvoir, malgré après l'indépendance, c'est qu'ils ont un soutien de la France, malgré que la France n'y est plus. Tu crois que la France, elle gouverne toujours l'Algérie, Mohamed? Non, je dirais qu'il y a toujours des interactions. Mais est-ce que la France a de l'influence au jour d'aujourd'hui? Vous savez, la diplomatie, le chemin suivi par l'équipe actuelle fait que nous sommes dans des situations très difficiles vis-à-vis de la France. D'autant plus que la dernière suffrage ou vote à l'Assemblée nationale française concernant les accords de 68, il nous donne un indice de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Elle s'oriente vers l'extrême droite. Donc dire qu'il y a des rapports où il y a des influences, je pense que la France est en train de se diriger vers une France qui donne des ordres. Mais je parle du passé. Est-ce que tu penses que l'Algérie et la France a toujours choisi les présidents? Est-ce qu'elle a son mot à dire depuis 62? C'est pas que la France. Il y a bien sûr que la France en Afrique. C'est pour ça qu'on parle de la France-Afrique et la France-Algérie. Mais si on va essayer d'analyser les différentes étapes de l'histoire, la France est revenue. Au départ, oui. Et bien évidemment, il y a eu des interactions, parce que l'État algérien était naissant, n'est-ce pas? Mais après, il y a eu une période où il y a eu une perte d'influence. Au contraire, c'était les années 70, malgré qu'il y avait toujours une influence, mais ce n'était pas fort. C'est pendant les années 80. C'est lorsque Chadi Ben Jedid a pris le pouvoir avec l'Arbi Belkhia, et l'arrivée surtout de ce qu'on appelle, si vous voulez, les DAF au pouvoir, les déserteurs de l'armée française, qu'il y a eu un regain de l'influence française qui est resté. Après, bien évidemment, c'est au fil des interactions. Mais l'influence de la France en Afrique est connue. Ça, personne ne peut le nier. C'est justement maintenant, avec disons que par l'entremise russe, l'entremise américaine, la Turquie, etc., qu'il y a réduction, ou tout simplement même une volonté d'élimination de cette influence. Et c'est pour ça que nous assistons effectivement à ce que l'Afrique maintenant est un champ de combat diplomatique, d'influence. Qui va influencer le plus? C'est une équation, c'est des données à intégrer. Mais nous, en tant qu'Algériens, parce que j'ai tout à l'heure, quand on parlait de notre histoire, nous sommes une république, n'est-ce pas? Donc, pour atteindre aussi, c'est par des sacrifices que nous sommes libérés. Il y a des valeurs aussi. Nous voulons tendre à quelque chose. Les maquisards, quand ils sont partis, je ne pense pas qu'à un moment donné, ils auraient imaginé leur pays être ainsi. La déchéance de nationalité pour un Algérien. Par contre, la démocratie est une solution, parce qu'elle admet, j'admets, tu admets, on admet tous qu'il y a des différences et des avis différents. Je suis tout à fait d'accord qu'une personne peut challenger mon avis. Mais je ne peux pas être d'accord pour une personne qui va vouloir m'imposer son avis ou me déchoir de ma nationalité parce que je suis différent de son avis. J'ai le droit de choisir en matière de politique étrangère. Si mon avis, tel qu'il a été exprimé par Karim tout à l'heure, vous allez remarquer qu'il peut donner un avis qui est complètement contradictoire par rapport à l'orientation même de la politique de l'État. Or, pourquoi? Parce que même la politique de l'État n'est pas réellement discutée. Et si on est contre une orientation, est-ce que ça fait de nous un traître? Ouais. Est-ce que ça fait une personne, par exemple, qui peut soutenir, ou disons un avis? Parce que vous savez, les Algériens, nous sommes un peuple très émotionnel. Et le régime joue sur ça aussi. Donc, par une question très disons, précieuse pour les Algériens. Mais une personne ou deux, ou disons une vingtaine, une centaine, etc., peuvent avoir un avis différent. Est-ce que ça fait d'eux, parce qu'ils sont nés algériens, ils sont obligés de répondre à la même logique que tous les Algériens? Parce qu'on ne peut pas répondre à la même logique de tous les Algériens. Est-ce que nous ne faisons pas plus partie de la communauté? Implique que c'est comme, vous connaissez nos anciens villages kabyles, Ekenfoun, mais on doit progresser, on doit aller vers l'avant, on doit embrasser la différence. Et qu'est-ce qui peut embrasser la différence? C'est un cadre démocratique.
Voilà. Très bien. Merci Azdine Toumi, j'en viens à vous, si vous me permettez, puisque cette semaine, tout le monde a parlé de ces accords, les fameux accords de 1968. D'abord, on va essayer d'écouter un petit peu les points forts de cet accord de 1968. J'en viens à toi, c'est Azdine. L'accord bilatéral franco-algérien de 68 a été signé le 27 décembre 1968. Le texte relève du droit international et prime donc sur le droit français. Il écarte les Algériens du droit commun en matière d'immigration. Le décret français d'application du 18 mars 1969 justifie l'accord par la nécessité de maintenir un courant régulier de travailleurs. Depuis, les Algériens n'ont pas de carte de séjour en France, mais des certificats de résidence. En vertu de cet accord, les Algériens peuvent s'établir librement en France pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Les Algériens accèdent plus rapidement que les ressortissants d'autres pays à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans. Les membres de la famille d'un résident algérien reçoivent un certificat de résidence de 10 ans dès leur arrivée dans le cadre d'un regroupement familial. Les Algériens peuvent solliciter un certificat de 10 ans après 3 ans de séjour, contre 5 pour les autres nationalités. En revanche, puisque le statut des Algériens est régi par ce seul accord, ils ne peuvent pas prétendre aux autres titres créés récemment, comme le passeport talent ou la carte étudiant programme de mobilité. Les étudiants algériens ne peuvent pas travailler, pour un job étudiant par exemple, sans solliciter une autorisation provisoire. L'accord a fait l'objet de 3 révisions, en 1985, 1994 et 2001, qui ont débouché sur 3 avenants, tout en maintenant les grands principes du texte, en particulier le régime dérogatoire au droit commun. L'Assemblée nationale française a adopté, jeudi 30 octobre 2025, une proposition de résolution du RN visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en pensez de ce conflit d'abord entre Alger et Paris, et surtout avec l'apothéose de cette crise, ce Parlement français qui dénonce ces accords, Azdine? Il faut comprendre que d'abord, la première leçon, c'est que l'extrême droite, pour la première fois, elle a pu faire voter un texte à l'Assemblée depuis de toute son histoire. Et ça s'est tombé sur l'accord de 68, même s'il n'y a pas une portée concrète sur le terrain. C'est beaucoup plus une symbolique, parce que votre reportage l'a bien dit, ça ne changera rien sur le terrain, ça reste au titre de dénonciation, mais en tout cas, ça a une portée politique. La question algérienne est complètement instrumentalisée en France, notamment à chaque fois qu'il y ait des échéances électorales qui ont vu, notamment les présidentielles. Donc aujourd'hui, cette loi, c'est une carte que la France abat à chaque fois qu'elle en a besoin. C'est comme les visas, c'est comme le renseignement et d'autres sujets, notamment le passeport diplomatique et tout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une autre phase dans les relations algéro-françaises. On avait entendu parler beaucoup sur une reprise éventuelle de dialogue entre les deux pays, d'autant plus que l'histoire du Sahara occidental est en train de prendre une autre tournure, disons. Donc, c'est ce qui constituait le point de divergence important qui a fait que les relations entre l'Algérie et la France se sont dégradées. Donc, c'est un point qui est en train d'échapper à la table de négociation, si j'ose dire. Le reste, après, les autres questions, voilà, elles vont être mises sur la table. Et cette manière de laisser, parce que le parti Renaissance, le parti de Macron, avec l'absence de certains députés, c'est comme si ils ont laissé faire ce vote. Donc, pour que ça soit une carte qui va être mise en avant dans les négociations à venir, donc dans le dialogue à venir. Voilà, donc maintenant... Il y a ceux qui disent comme quoi peut-être même l'Algérie n'a pas su gérer ce dossier franco-algérien, n'a pas su
comment gérer cette crise entre Alger et Paris et que peut-être pour Alger, sa priorité c'est autre que l'intérêt de la diaspora, parce qu'après ça, avec cet accord, c'est la diaspora qui va être touchée directement. Hein. Même d'autres Algériens qui ont l'intention, qui ont comme projet d'aller là-bas, vivre là-bas, travailler là-bas, étudier là-bas, ils vont tous être touchés. Si jamais il y aura un accord pour annuler ou pour peut-être modifier cet accord de 68, le problème, est-ce que tu penses que l'Algérie a vraiment su gérer ce dossier, cette crise franco-algérienne? L'Algérie a été dépassée par plusieurs dossiers, hein, notamment sur le plan diplomatique. On a vu ces dernières années cumuler des échecs un peu partout parce qu'on n'a pas su faire les bonnes lectures au bon moment. On n'avait pas une diplomatie dynamique à jour qui pouvait s'adapter aux changements rapides sur la géopolitique mondiale. Donc on était en retard beaucoup sur beaucoup de dossiers, et notamment celui avec la France, d'autant plus que les intérêts des responsables, de ceux qui sont au pouvoir, ils étaient mêlés à cette crise. D'ailleurs, la France n'a pas hésité à mettre en évidence l'implication des responsables dans l'achat de biens immobiliers en France, l'utilisation abusive des passeports diplomatiques qui, jusqu'à il y a quelques mois, ne nécessitaient pas de visa pour avoir une entrée sur le sol français, etc. Donc, les responsables n'étaient pas en position de force. Le pouvoir n'a pas été en position de force pour défendre les intérêts du pays, du peuple algérien, d'autant plus que ses intérêts lui-même sont mis en jeu. Ça, c'est la première des choses. Après, vous avez aujourd'hui un régime qui fait face à un échec d'abord à l'intérieur. Donc, il avait besoin d'instrumentaliser aussi ce bras de fer avec la France pour essayer de faire de la manipulation avec ce dossier. Quels sont les points forts du régime pour aller dans le sens de la normalisation des relations avec la France? D'abord, c'est changer complètement de discours sur l'histoire du Sahara occidental, peut-être, et puis les accords de 68, peut-être ils vont être révisés, mais il ne reste pas grand-chose. Vous savez, quand vous êtes concrètement, les Algériens qui sont concrètement confrontés au quotidien en France à la régularisation, au renouvellement des cartes de séjour, au statut d'étudiant, changement de statut, etc., ou les haragas pour se marier, pour changer de statut, les difficultés, elles sont énormes. Donc réellement, il n'y a pas grand-chose à tirer de ces accords, sauf dans certains cas, sur le plan juridique, ça a permis à certains Algériens d'obtenir gain de cause face à des préfectures, donc via la justice. Donc voilà la situation. Après, vous savez comment l'influence de la France dans les pays africains, j'aimerais dire un mot sur ça. Elle existe comment? Elle existe à travers des clans, à travers des responsables qui sont au sein du pouvoir, qui défendent les intérêts de la France, dans ces pouvoirs même. Alors, cette influence, des fois, elle connaît des hauts et des bas en fonction des alternances au pouvoir et en fonction des équilibres internes au pouvoir en Afrique. Donc des fois ceux qui ont le pouvoir, le vrai pouvoir, ils sont favorables aux intérêts de la France, à l'influence de la France. Parfois non. Donc nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui, il y a une lutte
il y a une bataille dans tous les pouvoirs, notamment en Afrique, quant aux intérêts de la France. Ceux qui n'ont pas des intérêts en France poussent au pourrissement, et ceux qui ont des intérêts en France poussent à ce que les relations soient normalisées et redeviennent normales. Mais c'est vrai que la géopolitique, ces changements de ces dernières années ont apporté d'autres données, notamment l'arrivée de la Russie en Afrique, massivement, notamment au Sahel, la Turquie, et puis l'intérêt de la Chine, l'intérêt que porte la Chine aux pays d'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, etc. Et puis le dernier événement, c'est l'arrivée des Américains qui sont en train de s'intéresser d'une manière directe à l'Afrique du Nord et en Afrique pour garantir se garantir à eux aussi une part de gâteau. Très bien. يعطيك الصحة مساء Azin Toumi تنميتي كما Azin Toumi militant politique à partir d'Alger. Merci beaucoup. Nasser Djoudi, peut-être toi tu connais la diaspora algérienne en France beaucoup mieux que nous. Qu'est-ce que tu en penses de cet accord? Est-ce que tu penses que les Algériens sont inquiets en France? Oui, bien sûr qu'ils sont inquiets, Salim, parce que malheureusement, c'est que il faut revenir sur la gestion de nos dossiers, de nos relations avec les pays comme la France, dont nous avons une très grande communauté algérienne. Normalement, si on avait une vision qui était défendre les intérêts du pays, cette communauté, normalement, devrait être un levier extraordinaire pour notre politique étrangère, pour notre relation avec la France, mais aussi pour la vision économique ou l'investissement de cette communauté en Algérie. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Salim. On a pu exceller dans une chose, et malheureusement, c'est donner le bâton pour se faire battre à Salim. On sait très bien que l'extrême droite, bien sûr, en France, exploite cette question de l'immigration. Et pour elle, c'est son champ de bataille. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu se comporter ou avoir des politiques responsables qui défendent d'abord la communauté qui est installée en France et dans d'autres pays, mais qui défend aussi les intérêts de notre pays. On a vu une réaction qui était un peu dans l'hystérie, un rappel de l'ambassadeur. Je pense que depuis 2019, il y a eu un rappel de 4 ambassadeurs algériens depuis la France. Il y a des différends politiques, certes, avec la France. Il y a un historique qui est douloureux à Salim, qui n'est pas facile, certes, mais aussi il y a une relation qu'on peut dire, entre guillemets, qui est un peu spéciale aussi, parce qu'il y a une très grande communauté, il y a des liens humains, il y a des liens historiques. Il fallait donc réfléchir comment peut-on donc gérer les différents politiques. On a vu par exemple avec la question de l'Espagne aussi, comment l'Algérie donc a rappelé son ambassadeur avec cette question du Sahara occidental, et maintenant on essaye donc de normaliser entre guillemets cette relation avec l'Espagne. Donc nos choix n'étaient pas à la hauteur de ce qui est l'Algérie, 71 ans après donc cette révolution qui a marqué le monde entier, pas seulement notre pays. Donc il faut réfléchir, il faut essayer de rectifier le tir. Rectifier le tir, c'est d'avoir le peuple de son côté, c'est d'essayer d'ouvrir le champ politique, c'est d'essayer d'aller dans le sens d'un état de droit, de respecter les libertés, c'est de construire des médias forts. Avec tous les avis. On a vu quand il y avait des différends et cette relation de crise entre Alger et Paris, on a vu une presse qui était dans l'insulte, qui était vraiment... on se posait la question, comment une presse pareille peut exister en Algérie. Très bien. Mais Mohamed Rahmoun, peut-être la dernière question qui se pose, est-ce que la politique du régime algérien est faite dans l'intérêt de l'Algérien, soit l'intérêt, surtout puisqu'on parle de la France, est-ce que la politique du régime algérien, est-ce que sa vision, sa stratégie est basée sur l'intérêt
de citoyens algériens, surtout ceux qui vivent en France. Est-ce que tu penses que c'est ça ou c'est le contraire? Imaginons, pour répondre, je vais donner un exemple. Imaginons qu'avec ce qui vient de se passer en France, c'est-à-dire le message, l'extrême droite est là. Elle est là pour après, c'est l'après Macron. Imaginons que nous avons effectivement comme une politique sérieuse qui plaît aux Algériens. Après ce genre d'accord, tous les Algériens vont prendre leur bagage, cadre, ils vont rentrer chez eux parce qu'ils savent qu'il y a un pays qui veut les accueillir, ils vont se sentir à l'aise chez eux, ils vont trouver du travail, ils vont vivre dignement, librement. Et ils vont laisser la France vide, et tout simplement. Mais parce que, justement, ils savent que même s'ils rentrent, ils vont préférer rester là-bas et souffrir par l'indexation et l'anathème, parce que ce que le Front National est en train de... Enfin, le Rassemblement National est en train de faire, et tout simplement, c'est juste, il utilise l'immigration algérienne à des fins électoralistes. Et bien sûr, il y a une propagande anti-algérienne injustifiée, mais il l'utilise. Mais les pauvres Algériens, nos compatriotes, sont en train de souffrir psychologiquement. Et s'il y avait vraiment une politique publique dans l'intérêt des Algériens, comment il y a le phénomène des haragas? Ces deux phénomènes que je viens de citer, un hypothétique, un réel, témoignent justement de la situation actuelle. Et le régime doit se corriger. Parce que le novembre 54, normalement, on est tous chez nous, en Algérie, en train de construire, d'apporter, chacun de nous, à sa manière, un peu plus pour l'édifice d'un pays fort. Sur la scène internationale, rappelez-vous du Hirak, personne ne voulait quitter l'Algérie, il y avait l'espoir. Donc le régime algérien, s'il est coupable, c'est parce qu'ils vont enlever l'espoir aux Algériens. Et ce n'est pas trop tard. Qu'on ne le veuille pas, la perte d'influence, elle est là. Il doit se ressaisir pour l'intérêt de son peuple. Sinon, écoutez, c'est-à-dire, en novembre 54, il n'est pas en train d'aller dans ce sens. Je dis toujours qu'il n'est pas trop tard de se ressaisir. Sinon, il doit prendre ses responsabilités. Eh bien, il doit bien sûr prendre ses responsabilités. Nous représentons de riposte internationale ici à Londres. Merci beaucoup. Nasser Djoudé, je te remercie, Agma Azizen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, je remercie Azdine Toumi, militant politique, et Karim Tabou, militant politique opposant à partir d'Alger. Je vous remercie d'avoir resté ici, d'avoir écouté plutôt notre émission. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Salam alaikum.